Bonjour à tous, Franck Muller, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 10 février. Bien, vous avez vu, quel bel homme se serait enthousiasmé Jacques Lang, notre ministre Véran le Véreux des Poitraillers, notre courageux ministre de la Santé, montre enfin l'exemple et sa musculature, enfin sa faible musculature. Enfin, pour un ministre, si quand même ça peut aller, il est l'un des premiers membres de ce gouvernement à se faire courageusement vacciner en direct. Même pas peur, même pas mal. Il s'est fait injecter la dose de vaccin AstraZeneca, pourtant réputée la moins fiable et abandonnée, je crois, par l'Afrique du Sud et même par la Suisse. Ça ne protégeait, je crois, ça ne protégerait que à 25-26%. Voilà. Alors vous avez le petit dialogue pour les télés. Allez-y, vous me dites quand vous piquez. Ah mais c'est déjà fait, ça va? Ben oui, super, bien, rien senti. Je vais vous mettre un pansement. Est-ce bien nécessaire? Oui. Alors, madame l'infirmière, avez-vous été vaccinée? Oui, avec Pfizer. Voilà. Donc bien, bravo à lui, même si on aurait préféré peut-être un peu moins de fanfaronnade et un peu plus de témérité, en prenant exemple sur l'infirmière et son injection de Pfizer ARN qui est certainement plus risqué que l'AstraZeneca. Voilà. Donc, nous allons avoir 2-3 vignettes et que je mettrai à la fin de ce court texte. Je vais juste revenir sur ce que je vous disais par rapport à McKinsey, l'agence de conseil. Il y avait des victimes, j'avais dit 52 000 victimes, effectivement, mais c'était limité simplement à une année. Le cabinet donc, de conseil en stratégie McKinsey a accepté de verser 573 millions de dollars, soit 476 millions d'euros, pour solder des poursuites judiciaires lancées par des États américains qui l'accusaient d'avoir contribué à la crise des opiacés via ses conseils au groupe pharmaceutique, la société Purdue Pharma, qui était le fabricant de l'antidouleur OxyContin. Voilà. Les tactiques marketing cyniques et délibérées de McKinsey ont contribué à alimenter la crise des opiacés en aidant Purdue Pharma à cibler les médecins dont ils savaient qu'ils surprescrivaient les opiacés. Donc, on en donnait beaucoup plus qu'il en fallait. Près d'1 demi-million d'Américains sont morts d'overdose causées par des opiacés prescrits ou vendus illégalement entre 1999 et 2018, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Voilà. Outre la pénalité financière, McKinsey a accepté des restrictions futures sur son champ d'activité. Le cabinet ne conseillera plus une firme sur le développement, la fabrication, la promotion, le marketing, la vente, l'utilisation d'un opiacé ou de tout narcotique. Voilà. Ce cabinet privé devra conserver toutes ses communications écrites, emails, messageries pendant 5 ans et dévoiler tout conflit d'intérêts lorsqu'il répondra aux appels d'offres publics aux États-Unis. Voilà. Il devra former ses salariés intervenant dans la santé et mettre en place une politique stipulant qu'il licenciera immédiatement tout employé ayant cherché à supprimer des communications. Voilà. Voilà. Jusqu'à présent, McKinsey est toujours parvenu à sortir intact de scandales éblouissant ses clients, comme la faillite du courtier en énergie Enron, et il était également l'un des conseils lors de la grande route de l'ex-compagnie Swiss Air. Voilà. Mais, et c'est là où on en vient à ce qui nous intéresse, en France, McKinsey entretient une relation forte avec la Macronie. C'est marqué dans Le Monde du 5 février. L'histoire entre McKinsey et Emmanuel Macron a commencé dès 2007 avec des consultants du cabinet intégrant la commission Attali en vue de proposer des réformes économiques. Et donc, évidemment, dans cette commission Attali, il y avait l'actuel président de la République, Macron, qui était à côté d'eux. Et les membres du cabinet McKinsey ont contribué au programme d'En Marche, le mouvement créé en 2016 en vue de la présidentielle de 2017. Voilà. Donc, le 4 janvier, nous en avons parlé, le Canard enchaîné, le site Politico ont révélé que le gouvernement français avait fait appel au cabinet de conseil américain afin de l'aider à établir sa stratégie de vaccination contre le Covid-19. La collaboration aura déjà commencé dès décembre 2020. Alors si j'ai bien compris, on prend des criminels qui sont responsables de la promotion d'opiacés, de médicaments toxiques et donc de la mort de 500 000 Américains, et Macron prend cette agence pour faire la promotion de la vaccination. Toujours la même chose, les copains et les coquins. Ils se connaissent depuis des années et allez savoir s'il n'y a pas
disons, une rétribution sur des comptes spécifiques. Voilà, hein, quand on pensait que ça coûte des millions d'euros à l'État français et que nos énarques, eux, ne savent pas s'occuper de la stratégie de la vaccination. Je vous laisse regarder quelques petites vignettes et je suis à vous d'ici une trentaine de secondes. A tout de suite. Merci. Bien. Alors, il semblerait que BHL, Bernard-Henri Lévy, nous ait dit que l'urgence n'est pas de commander des vaccins à Poutine, pas de vaccins russes. Voilà. Alors, BHL a encore raté une occasion de se taire. On espérait qu'il s'était réfugié pour l'hiver dans son palais de Marrakech, occupé à, disons, batifoler avec Ariel Dombal, entouré d'esclaves à grand éventail et de lascifs domestiques arabes dégustant des loukoums certainement à l'hydroxychloroquine, largement utilisés par le Maroc. Voilà. Eh bien non, il a trouvé le moyen de venir ouvrir sa grande gueule et de faire un aller-retour FISA à Paris pour vomir son fiel sur un plateau télé. Ce monsieur se prend toujours pour le ministre des Affaires étrangères de la France et quelque part ambassadeur honoraire d'Israël. Il a encore une fois sermonné la France sur ce qu'elle devait faire, hein, et sur ce qu'elle devait faire et ne pas faire. À savoir condamner fermement la Russie à propos de l'affaire Navalny et surtout, ne pas acheter de vaccins. Encore une fois, ce monsieur fait preuve de l'arrogance, la suffisance, le mépris, le culot, l'orgueil, la malhonnêteté, le mensonge, qui sont parfois caractéristiques de certaines élites et de certaines élites qui font partie du peuple élu de Dieu. Bien, effectivement, pourquoi acheter un vaccin russe plus efficace, moins cher, plus facile à transporter, à conserver, à distribuer que le traitement génique Pfizer, moins efficace, plus cher, difficile à transporter et à conserver et à distribuer. Produit expérimental pour lequel nos petits vieux et bientôt le reste de la population servent de cobaye. Alors que le produit russe est un vaccin classique à virus inactivé, technique éprouvée, fiable et sûr. C'est vrai, pourquoi? Certainement pas pour arranger les affaires déjà florissantes de son coreligionnaire et vétérinaire juif grec de Salonique, Albert Bourla, je vous l'avais expliqué, qui est PDG de Pfizer. Voilà, hein. D'ailleurs, il y a d'autres alternatives qui s'offrent à nous, mais c'est toutes des alternatives américaines. Voilà. Mais oui, mais pourquoi hein, BHL n'en veut pas? Parce qu'il est russe et que la Russie, pour BHL, c'est le diable. Et peut-être qu'Israël, c'est le bon Dieu d'ailleurs. Pourquoi le diable? Oh, en ce moment, il y a cette affaire Navalny, bien sûr. Et donc, BHL ordonne à la France de boycotter la Russie et ses vaccins, de la sanctionner, de la punir, de l'isoler, car ce qui se passe là-bas, c'est gravissime. Voilà. On est à deux doigts de la guerre. Hein. Si BHL était président, il appuierait sur le bouton rouge pour déclarer la guerre à la Russie. Hein. Voilà. Alors, ce monsieur est un escroc intellectuel, un faux philosophe, mais un vrai nuisible. Ce monsieur n'a aucune, je dis bien aucune légitimité à courir les plateaux télé et les places de marché à l'étranger, qu'il aille dans les Balkans, en Syrie, en Libye, pour tordre le bras et dicter sa politique à un État souverain, en l'occurrence la France. D'ailleurs, la France, est-ce bien son pays? Parce qu'il est quand même notoirement un agent sioniste qui a depuis longtemps fait serment d'allégeance à son pays de cœur, Israël, et il ne s'en cache pas. Donc, deuxièmement, je dirais, bien qu'il fasse partie du peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il n'est ni médecin, ni épidémiologiste, et il n'est aucunement qualifié, même si le peuple d'Israël, certains sont supposés être infiniment supérieurs et plus intelligents que le commun des mortels. N'oubliez pas, c'est le peuple élu de Dieu. Il se permet de dicter les choix vaccinaux d'un pays étranger souverain, la France, pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement scientifiques, mais politiques. Hein. Ce monsieur n'a aucune légitimité pour s'immiscer dans les affaires internes d'un pays étranger souverain, la Russie, qui gère comme elle en a le droit et l'entend une tentative de déstabilisation politique pilotée de l'extérieur par des mondialistes qui voudraient bien mettre au pouvoir
une oligarchie mondiale libérale et corrompue par le truchement de M. Navalny, qui semblerait être plutôt une marionnette, et des fameux médias mondialistes de propagande aux ordres, comme elle l'a fait en Ukraine, comme elle a tenté de le faire plus récemment en Biélorussie, avec une obscure opposante dont le nom m'échappe. Ce n'est pas pour autant que je suis fanat d'un régime un peu totalitaire comme celui de certains États de l'Est, mais ils sont quand même relativement souverains dans leur pays. Et je me pose la question si en Russie, la répression est plus dure que celle qui a frappé les Gilets jaunes. Hein. Voilà. Ce monsieur BHL n'a aucune légitimité pour lier le sort de millions de victimes potentielles du Covid à des considérations de politique interne d'un pays souverain qui, même si elle est critiquable, n'a pas à influencer sur la politique sanitaire ou économique de la France. La France fait la sainte nitouche. Pas trop, non, pas trop. Car pour acheter du pétrole saoudien à un pays qui n'est pas particulièrement un modèle de démocratie, quand on achète des oranges à Israël ou des minerais à la République démocratique du Congo, on ne regarde pas, hein, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe en Saoudie, dans les prisons saoudiennes, ni les gamins qui sont exploités justement et qui grattent la terre des heures et des heures pour extraire quelques minéraux, du cobalt, etc. etc. Voilà. BHL n'a aucune légitimité pour critiquer la manière dont la Russie, mais aussi la Biélorussie, ou par le passé la Serbie, la Libye, la Syrie ou le Venezuela gèrent ou ont pu gérer les troubles à l'ordre public. La répression des manifestations pro-Navalny a été à minima pas plus voire moins violente que les violences faites aux Gilets jaunes par l'État macronien. Voilà. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'il aurait pu s'exprimer une fois légitimement en tant que simple citoyen français, voilà, puisque il est français, théoriquement la main sur le corps, voilà, sur le cœur, mais il a gardé le silence devant les matraquages des gilets jaunes et les mutilations. Là, il n'a rien dit. Mais aller s'occuper de foutre la merde ailleurs, ça, il n'y a pas de problème. Il a fait par le passé le preuve d'un indéniable courage en se déplaçant en personne dans des zones sécurisées sous l'ordre d'escorte militaire pour se montrer, se faire filmer. Voilà. Qu'il aille sur la place rouge d'ailleurs, se mettre sur un tonneau de vodka pour haranguer la population et appeler à l'insurrection avec sa légendaire chemise blanche à jabot ouverte sur son poitrail velu, et sa romantique chevelure au vent sibérien est déclarée en déclamant du Pouchkine ou du Solzhenitsyn. Voilà. Peut-être va-t-il être interpellé par le FMZ, traîné comme un sac de patates dans une Lada, puis emmené dans quelques sombres sous-sols pour une petite nuit de garde à vue gracieusement offerte par le Kremlin. Voilà. Et puis après, il y aura droit à des traditionnels coups de botte russes dans le cul pour le faire monter dans l'avion qui, au petit matin, le ramènera en France, qui est, comme chacun sait, la patrie des droits de la femme et des minorités opprimées. Voilà. Et ce monsieur se permet d'indiquer sa préférence dans le choix des vaccins. Non, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Il a foutu sa merde dans le monde entier. Je reviens vers vous dans 15 secondes. A tout de suite, merci. Me revoilà. Bien, ça va encore aller, mais cette fois-ci, on part du côté de Trappes. Effectivement, j'avais évoqué le sujet, effleuré le sujet lors de la dernière vidéo. Depuis près de 4 mois, un professeur de philo vit sous la protection policière. Il avait publié une lettre ouverte pour défendre Samuel Paty. Aujourd'hui, il dénonce une situation devenue plus que compliquée dans sa commune. 4 mois qu'il ne peut sortir de chez lui sans se sentir menacé. À chaque fois qu'il monte en voiture, il nous dit « Je vérifie que mes portières sont bien fermées, que je ne suis pas suivi. Je ne peux pas vivre dans la peur. Je ne veux pas vivre dans la peur. » Didier Lemaire est professeur de philosophie depuis 20 ans dans la ville de Trappes. Voilà. Il avait publié une lettre ouverte pour défendre l'enseignant Samuel Paty et dénoncer ce qu'il nomme la menace islamiste dans la ville. Un témoignage qui l'emmènera très vite à être insulté, menacé par des individus. La situation est intenable. Elle l'oblige à être escorté par la police chaque jour pour donner ses cours dans son établissement. En 20 ans, il a vu sa ville changer au point d'être prise, selon lui, aux mains d'un islamisme radical. Il y a 20 ans, tout a commencé pour moi avec l'incendie de la synagogue en octobre 2000. Après ça, il n'y a plus de juifs à Trappes,
Maintenant, ce sont les athées et les musulmans modérés qui partent. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme, il en appelle à l'État pour stopper cette haine. On n'a plus beaucoup de temps avant que cela ne dégénère. Nombre de ces enfants sont élevés dans la haine de la France. Il nous faut des lois d'exception qui visent l'ennemi et ne s'appliquent qu'à l'ennemi. Voilà. Donc Didier Lemaire n'a qu'une priorité, être muté dans un autre établissement pour quitter définitivement la ville. C'est chaud. Voilà. Alors il a témoigné sur CNews il y a 2 jours, je crois, dans l'émission de Pascal Praud, et il dénonce cette situation devenue plus que compliquée dans sa commune. Mes élèves, écoutez bien, mes élèves, de façon générale, ne se sentent plus français du tout. Ils ont d'autres mœurs, une idéologie qui les sépare de la liberté et de l'égalité. Les filles sont soumises aux garçons. C'est un monde très différent du nôtre, explique-t-il. Et d'ajouter à Trappes, il n'y a plus de lieux mixtes, de coiffeurs mixtes, les cafés ne sont plus ouverts aux femmes maghrébines, elles ne peuvent plus y entrer, sinon elles sont intimidées, menacées. Tous mes élèves ne sont pas salafistes ou islamistes, mais la pression de ces élèves-là, sur les autres est très forte. La communication avec les élèves est moins fluide qu'auparavant. Avant, les élèves contestaient la laïcité, aujourd'hui, ils ne la contestent pas ouvertement. Ils n'en passent pas moins. Comment savoir ce qu'ils pensent vraiment. Auparavant, mes élèves contestaient, mais avaient cette idée où ils pouvaient être reconnus par le professeur et engager une discussion. Aujourd'hui, de la part de beaucoup d'élèves, ce n'est plus possible, il n'y a plus de dialogue. Voilà. Eh ben non, figurez-vous que ce monsieur, allez, je vais être méchant un petit peu, ce chevelu gauchiste pur produit de la malédiction, enfin la maléducation nationale, nourri au grain public, eh ben, il faudrait qu'il en prenne de la graine, ce monsieur. Voilà. Après 20 ans à Trappes, il n'avait toujours pas compris. Il avait même écrit à Macron. Il y a vraiment du souci à se faire sur son QI. On confie l'éducation de nos enfants à de telles personnes qui sont si peu conscients de l'évolution. Il met 20 ans pour réagir à la situation. Ben, ça va peut-être lui mettre un peu de plomb dans la tête. Voilà. Il faudra peut-être plus qu'il s'occupe d'apprendre des arts martiaux pour pouvoir se défendre, plutôt que de faire du Jean-Jacques Rousseau. Mon Dieu. Enfin bon, c'est sidérant d'avoir des gens, comme nos élites d'ailleurs, qui sont dans l'idée du vivre ensemble et s'aperçoivent au bout de 20 ans qu'il a affaire à des étrangers, des personnes qui ne sont françaises que de papier. Alors, Trappes. Ben, figurez-vous que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'élection municipale de 2020 à Trappes dans les Yvelines, qui avait vu la victoire au premier tour d'Ali Rabet, un proche de Benoît Hamon, à la suite d'un recours de la liste d'opposition. Donc, le maire en interview a précisé qu'il n'était absolument pas d'accord avec le professeur, que c'était faux. Il y avait au moins 4 salons de coiffure mixtes. Mais comment dire, pour les femmes le matin et pour les hommes l'après-midi. Voilà. Ou alors, on m'avait dit, j'avais discuté avec une personne qui m'a dit, oui, j'en connais, moi, les hommes, ils sont au niveau, et le salon pour les femmes, il est au sous-sol, à la cave. Voilà. Bon, donc évidemment, ce monsieur, il est tout blanc, il n'a jamais rien fait, il n'y a pas de programme. Il n'a pas de problème, il est innocent comme l'agneau qui vient de naître. Cette annulation sur ces élections municipales est d'après un recours déposé par la liste d'opposition Engagement Trappes Citoyens et un élu, Othman Nasrou. Voilà, ça a été confirmé mercredi 3 février par le tribunal. Cette décision a été contestée par le maire actuel, évidemment, qui a fait appel devant le Conseil d'État, et en attendant la nouvelle décision, il restera en poste. Voilà. Au premier tour de l'élection municipale de mars 2020, ce maire, qu'on va qualifier peut-être un soupçon de pro-islam, on va dire, sa liste est arrivée avec 40,40% des voix, devant les listes d'Othman Nasrou, d'hiver droite, avec 37,19%, et d'un candidat de gauche qui était à 22,41%. Voilà. Ce monsieur, Ali Rabet, a mené des actions de propagande entre les 2 tours des élections municipales en utilisant son association Cœur de Trappes à des fins de propagande et de promotion personnelle. Il a notamment organisé une distribution d'environ 15 000 masques. Voilà. Ces lots de masques comportaient une notice d'utilisation où figurait la photo de ce candidat, d'Ali Rabet,
qui était identique à celle utilisée pour ces documents et affiches de campagne. Or, ces actions n'ont pas été déclarées dans les comptes de campagne du candidat, souligne le tribunal. Donc, la communication autour des actions de l'association a concouru à assurer la promotion du candidat aux élections. Il distribue des masques avec sa photo dessus, pas dans la notice. Et c'est la même photo qu'il a sur les affiches. Donc, le pauvre type, qui est plus ou moins parfois illettré, qui n'y connaît rien à la politique, il voit la photo sur l'emballage des masques, et en fin de compte, il va aller voter pour le mec qui lui a donné des masques. Mais c'est... Voilà. Mais ça, c'est utiliser l'association à des fins personnelles pour se faire bien voir et pour que les gens votent pour vous. Voilà. Hein. Alors, ce monsieur, le maire, se dit surpris et en total désaccord avec la décision des juges qui n'ont pas argumenté en droit. Voilà. Il avait été également épinglé en décembre pour ses comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne. Mais le tribunal administratif vient aussi de statuer sur ce dossier, le déclarant inéligible pour une durée d'1 an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Voilà. Il n'a pas respecté les règles électorales. Cette tricherie est aujourd'hui reconnue par la justice, a estimé de son côté Othman Nasrou, l'élu d'opposition. Voilà. Hein. Rappelez-vous, Trappes, 15 mosquées, 6 salles de prière, 32 000 habitants qui vivent à l'heure de la Mecque. Le maire est donc invalidé. Rappelez-vous qu'il y a également 80 jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie. Voici la réalité de notre France, la France du vivre ensemble. Que voulez-vous que je vous dise? Ce sont des faits. Après, bien sûr, on ne porte pas l'opprobre sur toute la municipalité, sur les habitants de cette commune. On est bien d'accord. Mais ce que je m'efforce toujours de dire, c'est qu'il y a toujours des gens beaucoup plus radicaux, plus actifs, qui, au fur et à mesure, influencent les personnes modérées, qui ne veulent pas être mal vus par leur communauté, parce que, avant tout, ils sont frères dans l'Oumma, dans la communauté des croyants, même en étant musulmans, on va dire modérés, assez bien intégrés, ils ne peuvent se mettre en porte-à-faux et trop se détacher de leurs frères de religion qui sont dans un certain radicalisme religieux, dans un intégrisme, vous voyez, borné, qui voit la religion comme elle était au temps du prophète, alors qu'on vit dans le XXIe siècle et qu'on vit dans un pays de racines judéo-chrétiennes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de la même façon au fin fond du désert que dans une cité ou une banlieue française. Voilà. Donc, ces gens, au fur et à mesure, sont contaminés et deviennent un petit peu plus radicaux. Et la pratique de l'Aïd, la pratique du Ramadan qui se durcit, des gamines qui sont voilées à l'âge de 3 ans, on en a déjà parlé, des tas de choses comme ça, hein, des tas de choses. Et puis les gens qui sont vraiment croyants, musulmans, mais plus modernes, plus souples, parce qu'ils savent qu'ils vivent dans un pays quand même différent, qui n'est pas un pays musulman, et bien ceux-là, quand ils en ont marre d'avoir, si vous voulez, ce radicalisme, cet intégrisme, et ben ils quittent, comme les Français ont quitté la ville, et ben eux aussi ils quittent, les gens qui sont athées aussi, les Juifs ça fait longtemps qu'ils sont partis, et voilà, et la ville reste, si vous voulez, aux mains des personnes complices ou aidées par des radicaux musulmans. Voilà, c'est pas, je le répète encore une fois, c'est une constatation des faits. De vous apercevez qu'il y a 10 fois plus de femmes voilées qu'il y a 20 ans. Je veux dire, je suis régulièrement devant une école maternelle où mes enfants, il y a 30 ans, allaient. Il y a 30 ans, je ne sais pas s'il y avait 2 femmes voilées. Et maintenant, vous en avez 1 sur 2. Donc, c'est, encore une fois, une constatation. Voilà, c'est tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont les choses prennent forme. Je tiens à l'identité de la France. Il peut y avoir des étrangers, mais qui doivent se conformer à des us et coutumes français, européens. Voilà, c'est clair. Bien, sur ce,
Ah ben, je vous laisse la petite vignette, vous verrez que ce maire aussi était très très complice avec les groupes de soutien à la famille Traoré, hein, Adama Traoré. Hein. Voilà, hein. Vous verrez, il est au milieu là en photo. Et oui, les copains, les coquins, enfin bon, chacun son appréciation. Voici la mienne, sans haine de personne, on est d'accord. Mais laissez-moi la liberté de m'exprimer. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi pendant peut-être 25 minutes à peu près. Voilà, je vous remercie. Je vous dis partagez. Il me reste encore 18 jours de punition Facebook. Ça marche très bien sur VK, n'hésitez pas à y aller. Et puis, toujours aussi présent sur Odyssée, petit à petit. Mais Odyssée, ça fait pas beaucoup de visionnage, hein, de vues. Hein, mais bon, au fur et à mesure, il faudra bien s'adapter. Car Facebook et YouTube, bon, vous savez ce qu'il en est. Hein. Bon, voilà. Je vous remercie. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous. En attendant les prochaines nouvelles politiques, sanitaires surtout, on va voir ce qui va se passer. Allez, merci. Au revoir. À très bientôt.